Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 9 avril 2022. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un livre, d'un seul livre, peut-être deux même en fait. Celui-ci de Pierre Legendre, Dominium Mundi, l'Empire du Management, publié aux éditions Mille et une nuits. Et c'est un livre que j'ai commandé sur un site spécialisé, il va sans dire. On ne trouvait pas, il était épuisé le livre, donc il n'y avait aucune possibilité de faire autrement. Mais ce qui est étonnant parfois dans ce livre qui provient de France, et il a été, ce qu'on y lit, c'est qu'il a été retiré des collections, on ne sait trop pas au juste pourquoi, de la bibliothèque Le Verbe être sur la rue La Tronche. Alors voilà, hein, le verbe être, la bibliothèque, le verbe être. C'est peut-être pas la rue, mais le village, la ville, La Tronche. Alors, bon, ça ne s'invente pas. Mais, alors le livre a été retiré, donc il est maintenant rendu à Montréal et il va trouver une place avantageuse dans ma bibliothèque personnelle. Mais comment j'en suis arrivé à Pierre Legendre, ce titre-là? Pierre Legendre, il est connu, professeur de droit, psychanalyste également. Non, il n'est pas psychanalyste, mais il a réfléchi la question de la psychanalyse. Et il est connu aussi au Québec pour avoir fait un essai sur le crime du caporal Lortie. Caporal Lortie, enfin pour mes amis européens qui écoutent mes vidéos, Caporal Lortie, c'est un militaire québécois qui est rentré à l'Assemblée nationale et qui a voulu tuer les membres du gouvernement, alors dirigé par le Parti québécois, c'était en 84. Mais ce jour-là, fort heureusement, le, le Parlement ne siégeait pas. Mais il a quand même tué 4 personnes. Et après, on a découvert, en fait, il y a eu un procès, évidemment. Et on a découvert que ce militaire avait été extrêmement maltraité par son père. Et Pierre Legendre lui a donc consacré un ouvrage important. Et c'est vraisemblablement le seul ouvrage important qui a été écrit sur la question. Et c'est un Français qui l'a fait. Les, euh, les indigènes que nous sommes avons toujours de la difficulté à se comprendre. Alors on dirait que c'est toujours par un regard extérieur à nous qu'on finit par se définir ou qu'on se fait définir. Alors oui, à l'époque, j'avais lu ce livre très important de Pierre Legendre, mais Pierre Legendre a opéré de vastes synthèses sur à la fois l'histoire également. Alors d'où vient le titre Dominium? Ah oui, comment j'ai été mis sur la piste de ce livre? Ah, faut pas l'oublier. Il y a 2 semaines environ, j'ai commis quelques vidéos sur le livre d'Elisabeth Barthes, Les Incandescentes. Zambrano, Simone Veil et Campo. Et la conclusion de ce livre important, d'introduction à la, à la pensée de ces 3 penseuses, c'est l'évocation de Dominium Mundi. Alors le Dominium Mundi, d'abord, c'est le monde romain. C'est le monde romain qui, qui a étendu son empire et qui a cédé sa place par la suite au monde chrétien qui a également étendu son empire. De telle sorte que, je vais vous lire ce qu'il nous dit.
Legendre. Ce sous-titre sous-entend un point essentiel, l'appropriation et la modernisation du capital juridique des Romains par la chrétienté médiévale ont été un atout majeur dans l'expansion planétaire de l'Europe. Premier mouvement, les Romains qui ont conquis de vastes territoires. Par la suite, les assises de la chrétienté fondées sur la déliquescence de cet empire romain ont également étendu leur territoire, mais c'est évidemment l'explosion territoriale, si je peux dire, est survenue avec la découverte de l'Amérique. Et en découvrant l'Amérique, enfin en colonisant l'Amérique, en s'accaparant de l'Amérique, c'est comme si d'une certaine manière, le monde occidental avait pris une option sur la planète au complet. Et incluant de vastes territoires d'Asie par une sorte de triple conquête à la fois religieuse, culturelle, économique, un axe où les missionnaires côtoyaient les marchands, qui eux-mêmes côtoyaient les politiques, et ces gens réussissaient à, à non seulement à s'implanter, mais aussi à développer des axes de communication, par exemple, l'Empire du Vatican, n'est-ce pas? La diplomatie vaticane qui envoyait sur le terrain quantité de, de religieux qui étaient capables de, d'apprendre les langues, qui étaient capables de fournir des rapports, lesquels rapports servaient également aux marchands et qui servaient également aux militaires. Et c'est ce que l'Occident a appris en Amérique, a servi à conquérir encore plus de territoires. Et l'impression qui nous est faite aujourd'hui, c'est... je vais continuer avec le genre. À telle enseigne que pour bien comprendre aujourd'hui le rôle du droit dans le fonctionnement du management mondialisé, c'est-à-dire le rôle de la colle juridique pour faire tenir la technoscience-économie, il est nécessaire d'avoir clairement à l'esprit ce fond traditionnel. Et c'est après avoir mis sur la table la carte romano-chrétienne du jeu occidental que l'on peut saisir les stratégies historiques spécifiques en la matière, anglo-saxonne, d'origine britannique, et continentale, d'origine franco-allemande, et conséquemment observer le marquage institutionnel des grands organismes internationaux contemporains. D'une longue réflexion autour de cet axe est sortie la séquence du film sur l'Organisation mondiale du commerce, dont le siège est à Genève. Alors oui, on revient au livre. Alors qu'est-ce qu'est ce livre? C'est, j'aurais envie de dire en quelque sorte, le verbatim d'un film, en fait, qui était le troisième film réalisé avec Gérald Keya et dont Pierre Legendre a participé, mais c'est un texte de Pierre Legendre. C'est un texte de Pierre Legendre et donc c'est le troisième film. Le premier, c'est celui-ci, donc La fabrique de l'homme occidental. Et le deuxième, c'est Miroir d'une nation. Comment on... Administration et nation, j'ai omis d'écrire, de noter le sous-titre. Peut-être qu'on le retrouve ici. Enfin, donc, mais la beauté du texte, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, car c'est presque de la poésie. Et de la manière dont le film est construit, avec des séquences qui viennent illustrer le narratif,
il y a une sorte à la fois d'agencement et je dirais même d'emboîtement. Et il y a pas de, il y a pas de dédoublement, en fait, dans le sens qu'il y a le texte, mais les images viennent les images viennent enrichir le texte, viennent le bonifier. Et dans un ensemble très fluide où l'ouverture, elle est l'ouverture du film, qu'on ne peut pas évidemment retrouver dans le texte, c'est une première séquence, une démonstration euh, d'une de, de nouvelle, d'un nouveau modèle chez Citroën et avec une musique classique. J'ai cru reconnaître Don Giovanni de Mozart. Peut-être que je me trompe, mes connaissances musicales étant parcellaires, mais j'ai cru reconnaître Don Giovanni de Mozart. Alors évidemment, le faste, le grandiose, que le marché a réussi à, le faste religieux, que le marché a réussi à s'accaparer et on nous offre, et les nouveaux modèles de Citroën surgissent du plancher comme, comme des apparitions. Et on a des séquences du public qui est ébloui à la fois par la musique, il va sans dire, et tout ça est nimbé dans un nuage stratosphérique où le, le véhicule, on aurait l'impression même que c'est un véhicule soit extraterrestre ou un véhicule d'origine divine. Et tout à coup, il y a une sorte d'épiphanie, en fait. Mais tout ça pour ce qu'on pourrait dire en québécois, un char. Ou si vous préférez, une voiture. Et, et c'est assez époustouflant comme départ. Alors, le, ce que cette ouverture tend à suggérer, c'est qu'au fond, on célèbre la marchandise de manière liturgique. Alors, et tout le long du documentaire qui a été produit par la chaîne franco-allemande Arte en 2007, eh bien, on, on a comment le monde occidental a réussi à conquérir, comment la religion, comment les assises religieuses ont permis cette conquête mondiale et comment dans la conquête elle-même, il y avait, euh, il y avait ce triple axe dont je vous ai fait mention en début de vidéo. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette vision que le monde occidental a réussi à imposer au reste de la planète, elle est presque totalisante aujourd'hui. En visionnant le documentaire aujourd'hui et en lisant le livre que j'ai fait en alternance, un peu comme il nous avait été conseillé de faire 2001, l'Odyssée de l'espace et de Stanley Kubrick et écrit par Arthur C. Clarke, il y a une sorte de... Il y a des clés qu'on retrouve dans le film et qu'on retrouve pas dans le livre. Alors j'ai eu un peu cette impression-là, à la fois en regardant le documentaire, que vous pouvez trouver euh, en, avec assez peu de difficultés, et le renvoi au texte. Alors parce que évidemment, toute cette assomption de la marchandise avec le faste, avec les rites, avec le rituel liturgique, évidemment, le livre en est dépourvu. Alors, j'aurais envie de dire, le livre, c'est le bréviaire et le film, c'est la messe. Et donc, le, tout le long, on voit donc tout le long du film, on voit les mécanismes à l'œuvre qui nous fait comprendre
comment l'Occident a réussi à imposer sa vision managériale du monde. Et où, hors de la technoscience et de l'économie, il n'y a pas de voie d'échappement. Il n'y a pas de voie nous permettant des lignes de fuite. Et sans... J'avais toujours à l'arrière-plan, sans dire, l'Ukraine. Hein, comment faire autrement? L'Ukraine occupe quand même toutes nos pensées. Et je me disais, en fait, la pensée fugace qui m'est venue, j'avais en tête le titre de Fukuyama, la fin de l'histoire et le dernier homme, et je me demandais si la fin de l'histoire, on n'y assistait pas, là, et qu'on assistait de quelque manière par la liquidation de, d'un certain archaïsme, et Poutine serait vu comme le dernier, euh, dernier héros romantique mais sanguinaire de quelqu'un qui peut-être envisagerait ou imaginerait qu'il était peut-être le dernier rempart de cette hégémonie occidentale. Peut-être que je m'avance ici, mais que visiblement, il est, il serait largué sur ce coup-ci et qu'on prendrait peut-être des mesures extrêmes en fait pour l'annihiler en fait complètement. Et d'autant plus que jour après jour, il nous fournit de solides raisons de vouloir s'en débarrasser. Et j'avais aussi à l'arrière-plan ce qui s'est passé lors du siège d'Ottawa, qui a pris fin une semaine avant l'agression russe, donc le 17 avril, siège qui a duré 3 semaines, comme chacun se rappelle. Mais ce qui avait été très étonnant dans le siège d'Ottawa, c'est que les camionneurs, bon, vous connaissez l'histoire, les camionneurs qui ont campé en face du Parlement, eh bien, quelques jours avant que les policiers démantèlent leur camp ou leur siège, si vous préférez, les leaders d'entre eux ont vu leur compte de banque saisi, ont vu leur carte de crédit devenir inopérante et même de ne plus avoir accès à de l'essence. Tout ça par le biais de la technologie. Et c'est un peu ce à quoi on assiste en ce moment avec la Russie, les sanctions économiques. En fait, oui, après ça, les camionneurs ont dû être totalement pris au dépourvu, être sidérés par la puissance de la technologie et de l'économie mis au service du politique, en quelque sorte. Et ils ont dû être très surpris de voir que finalement, ben, leur compte de banque était gelé dans leur camion et que finalement, l'économique précédait le policier. Alors, étant et si bien que les policiers les ont arrêtés sans qu'il y ait eu quelque casse que ce soit, se sont fait menotter, un après l'autre, et aujourd'hui, certains d'entre eux auront à faire face au judiciaire. Alors ça ressemble, c'est-à-dire il y aura des poursuites pénales qui auront ou qui ont été déposées contre eux. Alors ça ressemble un peu à la séquence ukrainienne. D'abord sanctions économiques, on peut s'attendre à l'arrivée du militaire et après ça, le pénal. Et déjà, comme toutes les cartes sont déjà distribuées, et en ce sens-là, ben, Poutine aurait été un bonnet. Parce que de là aussi, peut-être, la non-adhésion à des pays comme l'Inde, va sans dire la Chine, qui eux, peut-être les dirigeants subodorent bien, même s'ils ont adopté le modèle managérial de l'Occident,
eh bien, je doute bien peut-être que c'est le dernier espoir, en quelque sorte, avant que l'hégémonie américano-occidentale comme le dit Pierre Legendre, finisse par étendre totalement son emprise et sa puissance. Parce que dans ce... En fait, c'est pas l'objet du... Vous avez compris que le livre a été écrit en 2007, le film a été réalisé en 2007, donc évidemment. Mais déjà dans la conclusion du film et du livre, on annonce, Pierre Legendre et son réalisateur, Gérald Keya, annoncent qu'il y aura le retour de la guerre. Il y aura des peuples, il y aura des régimes politiques qui vont s'opposer à cette hégémonie. Alors, qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire là-dessus? Eh bien, il nous dit donc on vivrait dans une sorte de dictature sans dictateur, où le marché ferait loi, où l'OMS, pas l'OMS, où le- écoutez, vous voyez ce que je veux dire? L'Organisation mondiale, pas de la santé, mais du commerce, agirait comme arbitre entre les divers pays concernant divers produits pour éviter des guerres commerciales ou pour éviter des disputes qui pourraient dégénérer dans des conflits plus importants. Et que ça aussi, ça releverait de cet arbitrage-là, releverait aussi du, de- du, d'un management à l'occidental. Il y a une chose qui m'est revenue aussi, parce que la publicité, le capitalisme de séduction qui est à l'œuvre, hein, il n'y a rien dans ce que nous proposent le management, il n'y a rien qui nous apparaît comme de la coercition. C'est fondé, entre guillemets, sur le bon vouloir et, toujours entre guillemets, le libre arbitre des citoyens consommateurs. L'été dernier, l'automne dernier, Fabienne et moi sommes allés dans un magasin de grande surface qui propose divers produits. Et il y avait un parfumeur bien connu, en tout cas moi que je ne connaissais pas, étant donné que ce n'est pas vraiment mon champ d'intérêt, euh, Annick Goutal, que vous connaissez sans doute. Voilà. Et elle proposait sa nouvelle création qui s'appelait Étoile de nuit. Et pour ce faire, elle avait utilisé une citation, hein, j'ai quand même de la suite dans les idées, de Simone Veil, l'une de nos grandes incandescentes, une citation de Simone Veil tirée de La grâce et la pesanteur. Et cette citation se dit comme suit: La beauté séduit la chair pour obtenir la permission de passer jusqu'à l'âme. Alors je suis resté, on l'a pris en photo, je suis resté interdit de cette récupération de cette quasi-sainte morte de faim qui était sur le point, qui était rentrée en résistance. Et en fait, on n'imagine pas deux réalités plus antinomiques que celle de la mystique Simone Veil et d'un produit de luxe. Alors, il y avait quelque chose d'assez, pour l'amateur de philosophie en moi, il y avait quelque chose d'assez confondant entre ce déploiement de produits de luxe, tout ça sous le patronage symbolique de Simone Veil. Alors, ça m'est revenu en lisant en lisant l'ouvrage de Pierre Legendre. Alors donc, tout ça pour vous dire que, que c'est le règne, le triple règne de l'économie et de la technoscience qui étend son empire et qui défait et qui abolit aussi les mythes. Alors, évidemment, il y a des résistances de peuples
par le religieux, ou par le politique, ou même, peut-être même dans le cas de Poutine, par le militaire. Et le, je ne parlerai pas de barbarie, parce que je pense que les barbares avaient des qualités humaines indéniables, mais il y a quelque chose de l'ordre dans les massacres dont nous sommes les témoins. Il y a quelque chose qui relève de la psychopathologie. On a l'impression qu'il y a quelque chose de psychotique à l'œuvre. Et le psychotique pourrait peut-être être aussi une manière de, ne, de déjouer l'ordre en cause, que la seule manière d'échapper finalement à cette espèce de pas totalitarisme, Pierre Legendre n'utilise pas ce mot, mais cette espèce d'emprise, hein, parce que c'est un empire sur le monde, peut-être la seule réponse, qui n'est pas une bonne réponse, va sans dire, serait peut-être être la psychose. Parce que, honnêtement, si on revient toujours à l'exemple de l'Ukraine, je sais que c'est une obsession là, chez moi. Euh, Personne avait, avait prédit que Poutine le ferait. Tout le monde, les mêmes personnes, avaient prédit que ça ne durerait pas longtemps. Et personne n'avait prédit non plus la rapidité de la réaction du bloc américano-européen, hein, puisqu'il faut l'appeler comme ça, qui reconfigure aussi une sorte d'alliance sacrée. Pour moi, c'est étonnant de voir qu'enfin les Américains ont accepté que l'Union européenne existe et qu'elle soit armée. Personne n'aurait imaginé tout ce qui s'est joué en quelques jours. Alors comment imaginer la suite maintenant? Ça devient extrêmement difficile, je pense. Mais peut-être que des réponses dans cette crise, qui est aussi pour l'empire managérial, la crise, c'est une occasion d'affaires. Alors peut-être c'est une occasion d'affaires d'en découdre avec des restes d'archaïsme. Parce que pour l'instant en tout cas, c'est une guerre qui se joue à l'ancienne. Et peut-être que le bloc occidental, même si il envoie, euh, il envoie à l'avant-garde de cette guerre, à l'avant-poste de cette guerre, des Ukrainiens, mais les Ukrainiens sont peut-être dans une position aussi d'être les fondateurs de l'Europe militarisée. Alors peut-être quand ils vont faire leur entrée dans l'Europe unie, peut-être auront-ils été l'équivalent des premiers martyrs qui ont été torturés par les Autochtones en Amérique du Nord. Peut-être auront-ils été, ils auront versé leur sang pour non pas créer un nouvel ordre, mais venir bonifier l'ordre déjà existant. Une sorte de sang qui va faire qu'ils vont occuper une place, à mon avis, en tout cas, si tout se déroule bien, ou en fait, selon le point de vue qu'on se place, peut-être peut-être seront-ils devenus les véritables patrons, dans le sens de fondateurs de cette Europe euh, unie militairement. Mais je ne vois pas maintenant Poutine gagner cette guerre-là. Dans le cas symbolique, il l'a déjà raté. Au niveau du mythe, il l'a déjà raté. Et peut-être même sa défaite, inéluctable, va permettre peut-être à la Russie même d'entrer dans ce nouvel ordre, dans cet ordre managérial avec plus de puissance. Ce qu'il nous dit aussi avant l'apparition des conflits, je vais vous lire un ou deux passages, tenez. Parce qu'il parle de la terre intérieure. Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé également. Alors, qu'est-ce que la terre intérieure, hein? Attendez, on va y venir.
Les propagandes du management généralisé s'adressent à des milliards d'individus. Elles manient la question du pourquoi vivre à l'échelle globale. Mais à la différence des religions conquérantes du passé, elles surgissent sur une terre lunaire où la pensée a été stérilisée. Produire, consommer, combler. Dans la culture du remplissage, on évite de prononcer certains mots à valeur négative, tels que mort ou sacrifice, les mots de la mémoire tragique. On parle de problèmes de société, non de sacrifice, ni de sacrifier. Drogue, suicide, violence. Dans le fourre-tout du social, on trouve aussi, pêle-mêle, la misère économique, le malheur des exilés, la déliquescence des familles, la folie et les formes renouvelées de la dévastation subjective. La science étudie les nouveaux enfers et facilite de les gérer. La société tendue vers le bonheur inclut ses exclus. Les États s'unissent au marché de la détresse pour calmer et recycler la débâcle en l'intégrant comme accompagnement regrettable du progrès économique. Nous sommes confrontés au risque de l'irréparable, la casse des montages qui font tenir le sujet humanisé. Le management généralisé expérimente la casse du sujet humain. Alors, le texte est effrayant, comme vous pouvez l'entendre, mais c'est un texte aussi d'une extrême beauté qui n'est pas sans rappeler, ce qui m'a fait penser aussi, au film qu'on peut trouver sur YouTube du réalisateur de La servitude moderne, que vous avez sans doute vu, un texte de Jean-François Briand, et qui... j'ai oublié de prendre en note le réalisateur, et qui nous décrit notre mode de vie. Il a ce même accent, ce texte de Legendre, cette même tonalité à la fois sombre, tragique et calme. Et calme dans l'horreur. Et ce n'était pas non plus sans me rappeler le livre de Baudouin de Baudinat, La vie sur Terre, qui a été, dont j'ai commis quelques vidéos en 2011, il y a déjà plus de 11 ans, où je lisais quelques passages. Je pense que c'était peut-être la 4e ou 5e vidéo que je commettais en décembre 2011 sur ce livre publié aux Encyclopédies des Nuisances. Un texte somptueux, effrayant également, une beauté crépusculaire. Alors, vous voyez, les parfumeries, Baudouin de Baudinat, tout ça à partir de Simone Veil, tout ça à partir du livre d'Élisabeth Barthes. C'est ça, les lectures arborescentes aussi. Elles nous renvoient dans un jeu de miroir, se démultipliant à l'infini, à d'autres lectures. Et peut-être, pour résister, quoique je n'aime pas ce mot résister, parce qu'il suppose justement une posture défensive, comme ces malheureux Ukrainiens à qui nous ne fournissons, semble-t-il, que des armes défensives. Je préfère le mot de... Parce que la résistance aussi, ça suppose qu'on se défende. Mais peut-être que lire demeure un sport offensif. Voilà. Que puisque nous échappons à la normose, nous échappons d'une certaine manière à l'emprise quasi totalitaire de l'empire du management, peut-être que par la lecture, évidemment, on le sait, vous le savez, on échappe à la fois au capitalisme de séduction, à la fois au capitalisme de surveillance,
que sont devenus nos divers appareils qui nous renvoient à d'autres appareils de plus grande surveillance avec le langage des algorithmes. Et peut-être que l'aventure humaine, comme on l'a vu et comme on le sait, qui a débuté par des épopées, par de la poésie, par la naissance des dieux, eh bien, et qui sont et que ce fond commun à l'humanité qui est aboli, en tout cas qui est exploité à profit par l'empire du management, peut-être aussi c'est de, je dirais, de reconquérir ces terres imaginaires où l'esprit peut, 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 peut s'épanouir, où l'esprit peut reprendre des forces. Et peut-être même dans la lecture, on peut trouver enfin des raisons de vivre qu'une société comme la nôtre, cadastrée, euh, surveillée, nous peut-être la possibilité, peut-être lire, c'est une possibilité d'une île au fond. Un ou deux autres passages encore. La société de consommation consomme les jours de la jeunesse et confisque l'enfance. Elle assène les réponses pour endormir les questions. Elle veut des rebelles conformistes et conviviaux dressés à la docilité médiatique. Elle fabrique des rituels effaçant le mystère. Mais indéfiniment, l'humain s'interroge. À quelle passion s'abandonner pour vivre une vie, surmonter les mensonges sucrés, échapper aux machines à décerveler. Dans le tumulte, la jeunesse rencontre le silence des miroirs, l'amour du savoir et la langue des anciens récits. Elle découvre les mémoires tragiques de la différence, la solitude des civilisations et l'indomptable désir de vivre. Arrimé au pourquoi, l'espèce douée de parole est dans le tourment de comprendre. Mais l'expertise a supplanté la question sans réponse. Qu'est devenue la raison de vivre, et les emblèmes, et la part des intimes secrets, et la théâtralisation d'un monde qui nous dépasse, ouvrant au regard l'infini. Vivre ne suffit pas. Il faut à l'homme la nostalgie, la musique et les danses, pour être là, en dehors de toutes les choses, et dompter le vertige d'exister. Alors j'ai pris beaucoup de notes. Il y en a quelques-unes qui ont échappé à ma petite vidéo. Mais donc, je vous invite évidemment à regarder le film. Je vous invite évidemment à lire. Et peut-être que demain, je vais vous parler de celui-ci, la fabrique de l'homme occidental. Et c'est sûr que je vais revenir dans les prochains jours sur Pierre Legendre, car je pense les avoir tous vendus. J'ai eu en dépôt ces deux plus récents livres. Alors que je n'ai pas encore lus, mais assurément je vais les lire. Je vais les lire et je vais vous partager quelques-unes des réflexions qu'auront suscité la lecture de ces deux ouvrages, avec peut-être quelques intuitions éparses. Vous l'avez compris, bien souvent, et c'est ce que j'aime de mes propres vidéos, c'est
j'aime voir apparaître une pensée qui n'était pas là avant d'enclencher l'appareil. Au fond, je me demande si je ne fais pas tout ça pour m'entendre penser des choses qui n'étaient pas dans mon esprit avant avant de débuter la séance. Alors, je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain. Je vous dis à demain, tenez, oui, je vous dis à demain pour la fabrique de l'homme occidental. Allez, merci.